Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Et ce programme n'existe que grâce à vous, alors continuez à nous soutenir et n'oubliez pas, si vous voulez nous voir sur la TNT, signez la pétition sur tntdesandés.fr. Allez, c'est parti pour L'œil de Moumou. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi chère Amira. Alors on reçoit aujourd'hui un invité et pas des moindres, humoriste, comédien et encore plein d'autres casquettes. Je me retourne vers toi. Kevin Razi, enchanté. Salut Amira, enchanté. Salut Moumou, merci. Salut, alors je précise que si on se tutoie, c'est parce qu'on se connecte, que tu as eu, et j'espère que tu auras encore une chronique ici, et que oui, qu'on se connaît à titre personnel. D'ailleurs, je t'ai prêté de la thune que tu m'as toujours pas rendue, mais ça on en parlera après. Et des amendes. Voilà. Il m'a donné des amendes, il a toujours des amendes sur lui. C'est vrai. Oui, c'est vrai ça. c'est Il vrai. mange pas à midi, il préfère manger des amandes. C'est bien, Absolument. des protéines, c'est bien. Allez, on va commencer bien évidemment avec le traditionnel préambule de Mourad. Et juste après ça, Kevin, on va décrypter les tops et les flops de la semaine. Et tu vas voir, c'était une semaine riche. Ah oui, c'est une semaine excessivement riche. D'ailleurs, Kevin va pouvoir, parce que le hasard du calendrier, enfin il n'y a pas vraiment de hasard, mais fait que tu as également traité ce dossier qui est celui, une nouvelle fois, de frontières. Donc ils ont vraiment décidément toutes les qualités, ces gens-là, puisque Tegner va se lancer dans quelque chose d'absolument abject, puisqu'il va répondre à Ercilia Soudet, qui va, à la fin d'un tweet, le taquiner sur le fait qu'il est quand même poursuivi pour agression psychique et sexuelle. Et donc, lui va lui répondre tout de go, si vous voulez qu'on commence, alors on va le voir à l'antenne, si vous voulez qu'on commence à parler de vos pratiques sexuelles avec votre ex-conjoint, il parle à Ercilia Soudet, députée de la République, on peut s'amuser, on est nombreux à avoir les PV d'audition et c'est pas folichon. Alors, ça veut dire quoi? Que la police lui a transmis les PV? Ça veut dire que la police a des connexions avec les Raslar, mais ça on le savait déjà, hein. Je veux dire, il suffit d'écouter Ashton, notamment assez régulièrement pour s'en rendre compte et s'en persuader. Mais aussi, ça raconte quand même qu'il a un léger problème avec les femmes, notamment puisqu'il s'en prend régulièrement à des femmes, alors évidemment de gauche idéalement. Mais là, on est sur quelque chose qui traite de déviance sexuelle et qui ne regarde personne. Je veux dire que je ne vois pas comment il peut se satisfaire d'aller lire des PV avec des précisions sur des actes sexuels qui ont lieu dans l'intimité d'un couple. Je ne vois pas du tout en quoi ça devrait être sur la place publique. D'ailleurs, Mourad, d'où nous vient Éric Tegner? C'est une très bonne question et que je me suis posée parce que c'est toujours bien de savoir d'où les gens parlent en gros. Et lui, il a fait. Alors je me suis rappelé à ce moment-là, au moment de cette affaire, je me suis rappelé qu'il avait raconté sur un plateau qu'il était pensionnaire dans un lycée hors contrat. Et effectivement, on a confirmation. Alors on a confirmation dans plusieurs articles. Je vous laisse regarder à l'écran. C'est le lycée hors contrat Saint-Michel, c'est dans l'Indre, c'est pas loin de Châteauroux, et c'est sous l'égide de Saint-Pilice. Alors Saint-Pilice, je rappelle quand même que c'est pas des rigolos, hein. À côté, les chevaliers du Christ, c'est presque des enfants de cœur, sans jeu de mots. Eux, ils ont rejeté en bloc, notamment Vatican II, avec la possibilité de ne plus faire la messe en latin, mais de la faire en français. Donc voilà, eux, ils continuent de faire la messe en latin. Enfin, ils ont des rites et des trucs un peu particuliers. Donc, des salafistes un peu. Ah, c'est des salafistes de chrétiens. D'accord. Absolument, catho. Ils ont. Alors, je me demande si ce fameux Éric Tegner, il s'est pas pris des râteaux. Alors, en plus, c'est pas mixte, j'imagine. Donc, je ne sais pas s'il a eu une enfance et une adolescence un peu perturbée par rapport à ça, ou si inversement, il a eu trop de relations physiques un peu trop appuyées. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tu as fait un podcast justement sur cette question-là. Comment tu analyses qu'on puisse en venir qu'à un mec, alors je rappelle qu'il n'a plus de carte de presse. Hein. Oui. Voilà, on l'avait annoncé la semaine dernière. Comment tu comprends qu'un journaliste puisse se comporter comme ça? Est-ce qu'ils peuvent encore prétendre à cette reconnaissance professionnelle? Déjà, je vais reprendre ta phrase, du coup, c'est pas un journaliste. Voilà pourquoi il peut se comporter comme ça, comme un sagouin. Ils sont dans la provoque, et tu le dis assez régulièrement sur ce plateau, c'est juste, c'est même pas un média, c'est
un organe de propagande d'extrême droite avec Jordan en direct d'Arocha et toute la clique qui n'a pas non plus sa carte de presse. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, l'outrance leur permet d'exister. Et là, à force d'être dans une espèce de complaisance vis-à-vis de la plupart des politiques, ils se sentent pousser des ailes et ils se disent tiens, je peux même dévoiler que j'ai lu des PV alors que c'est illégal de les avoir. Et d'un coup, il s'est rappelé, sûrement quelqu'un dans la rédaction qui a encore quelques neurones s'est dit non, mais tu sais que tu peux pas dire ça, Eric. Ah bon? Ah merde. Ah oui, c'est vrai, je vais l'enlever. Il y avait déjà 500 000 vues sur ton tweet, trop tard. Et je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont un sentiment d'impunité qui est grandissant, surtout dans l'atmosphère dans laquelle on baigne actuellement en France. Et ils se croient tout permis. Et l'outrance fait partie de leur modus operandi, quoi. Donc, Alors, quand tu dis 500 000, je vais corriger. C'est beaucoup plus, puisque des captures d'écran... moi, ma capture, elle était à 500 000. Oui, mais des captures d'écran qui circulent font que ça a été vu, je pense, des millions de fois. Oui, bien sûr. Voilà, en tout. Et puis, évidemment, Ercilia Souded. Alors, il y a eu un communiqué de presse de Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe LFI. Et puis, je pense qu'Ercilia Souded ne va pas en rester là et qu'il va y avoir des suites judiciaires, évidemment, pour quelque chose d'aussi grave que ça. L'autre préambule, mes chers amis, va aller... je vais apporter évidemment mon soutien à Julien Terry et à Nils Wilk, nos deux collègues et confrères. Absolument. Alors Nils avait posté un article avec les termes de l'article d'offre investigation, c'était sur les origines de Bolloré, il avait fait un copier-coller, et idem, Julien Terry avait fait une longue démonstration, donc est historien, je le rappelle quand même, avait fait une longue démonstration pour arriver à la fin à condamner, via rebelote un copier-coller, à condamner la liste des signataires d'une tribune conditionnant officiellement la reconnaissance de l'État palestinien à un certain nombre de choses, avec les otages et compagnie, patati patata. On sait maintenant que le retour des otages n'a rien changé fondamentalement. Au dessin EIN, au dessin de Netanyahou. Et donc, il a juste repris les noms. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de noms à consonance juive. Et donc, un certain nombre de personnes ont essentialisé ces militants pro-israéliens, pro-Likoud ou pro-Netanyahou, pour en faire des juifs. Et donc, en gros, ils accusent Julien Terry de dresser des listes de juifs. On pense bien évidemment à la rue Lauriston, à la collaboration et compagnie. Et c'est gravissime, hein, c'est une folie pure. Et donc, je vous invite, moi j'ai signé la tribune de soutien, parce qu'il y a eu une tribune de soutien publiée sur Mediapart. Donc, j'ai signé évidemment S-Qualité. Et je vous invite à le faire. On va voir les coordonnées à l'écran. Cette tribune de soutien donc à Julien Terry, et j'apporte évidemment toute ma sympathie et ma fraternité également à Nils Wilk, je le redis avec insistance. Oui, on soutient nos deux collègues, bien évidemment. Alors, c'est la fin de ton préambule, Mourad. On va passer au top, c'est tout de suite. Alors, ton premier top, il est long, hein. C'est un top goujaterie, muflerie, misogynie et plus si affinité. Il est décerné, je vous le donne dans le mille, à Franz-Olivier Gisbert. Il était, tout d'abord, tu vas nous parler de cet épisode télé, quand il était face à Sandrine Rousseau. Et franchement, on doit le dire, elle ne s'est pas laissée faire. Non, elle ne s'est pas laissée faire. Après, ça se comprend un peu. Hein. Il s'est comporté vraiment comme une espèce de... J'arrive même pas à définir ce que c'est. Alors, elle parle d'oncle un peu bourré au réveillon de Noël ou du Nouvel An. C'est un peu ça, c'est un oncle réac éméché. Mais elle ne va pas se laisser insulter, et je trouve qu'elle fait partie de plus en plus, Sandrine Rousseau, elle fait partie de ces fameux élus dont je parle régulièrement qui font le job et qui réussissent sur les plateaux télé à contrecarrer des gens pathétiques comme Fogg qui devrait vraiment, je pense, prendre sa retraite. Je vais se regarder l'extrait. Donc, Monsieur Attal se trompait, et donc je me permets de le reposer parce que... non, mais en fait, je vous le dis parce que j'aimerais quand même qu'on ne remette pas... Madame Rousseau, vous ramenez votre science, et moi, personnellement, comme plein de Français, j'en ai marre de ces gens d'extrême gauche déguisés en économistes qui nous donnent des leçons d'économie. Alors, je ne suis pas... Sur le fond, je ne suis pas déguisée en économiste. Nathalie Arthaud aussi. Je suis même chercheuse... Oui, c'est ça, voilà. Vous êtes spécialiste. Je suis chercheuse en économie, monsieur. Franz-Olivier Gisbert, on laisse répondre Sandrine Rousseau. Je suis chercheuse en économie. J'étais dans un laboratoire du CNRS, vous voyez, un organisme de recherche national. Et donc, je ne ramène pas ma science, comme vous le dites, je fais juste part des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière professionnelle. Sur et je vous le dis... De ce que dit Franz-Olivier Gisbert, en gros, j'ai résumé en 10 secondes ce qu'il a dit en 3 minutes, on ne peut pas se le permettre.
On Je peut. résume. Hein. Oui, mais j'avais quelques En fait, arguments. si vous voulez. Oui, j'ai résumé. Oui, j'essaie de donner quelques arguments. Allez-y, Madame Rousseau. La diminution du temps de travail, c'est une manière aussi de réduire le chômage. Et Mais non, ça n'a jamais marché, c'est pas vrai. Mais comment on peut Écoutez, dire des trucs pareils? Laissez-la parler. J'ai l'impression d'être avec un Olivier. tonton au réveillon de Noël. Mais attendez, franchement, ça va, votre temps de François parole, je Olivier, crois que laissez vous le... parler. Oui, mais enfin, là, son temps de parole, je crois Non, quand non, même non, que non, mais là, les c'est moi qui 35 en- c'est moi qui en- heures, la loi Sandrine des 35 heures Rousseau. a montré que ça ne crée pas l'emploi. Sandrine je sais Rousseau. pas. 150 000 Mais comment on peut emplois. raconter des trucs pareils. Sandrine 150 Rousseau, 000 il nous reste emplois une créés minute. par les Je 35 vous heures. propose d'essayer de ne pas couper Sandrine Rousseau pour Bah la oui, minute mais qui reste. enfin, on peut Sandrine pas- Rousseau. Alors vraiment, je l'adore cet extrait parce que je pense qu'il y a tout. Alors je l'ai écrit sur Twitter. Je pense qu'il y a tout. Il y a vraiment tout. Ça fait partie des meilleurs. Alors c'est un top paradoxal évidemment, mais ça, c'est dans cette catégorie, c'est pour moi quasiment le best-of. Pourquoi ? Parce que comme tu le disais, il y a la goujaterie, la misogynie et compagnie. Mais en plus, il parle quand même à une députée. Je veux dire, il y a un moment donné, elle est quand même diplômée, mais tout le monde le sait qu'elle est diplômée en économie, qu'elle a fait Sciences Éco. Il va lui dire quand elle va rappeler qu'elle est diplômée, il va dire ouais c'est ça. Ouais. Mais c'est quoi cet argument ? Enfin, ça n'a aucun sens. En plus, c'est méprisant au dernier degré, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Ouais. Mais va dire ça à Villani. Bah oui. Ouais, mais Fields, ouais, c'est ça. Elle va jouer. 3 + 4. Ouais, enfin bon, c'est complètement con. Et puis, il va utiliser l'espèce d'argument complètement pourri. Donc, en très peu de temps. Hein. L'argument, comme les Français, j'en ai marre que comme les Français. Mais qu'est-ce que tu connais des Français ? Genre ça, c'est un argument d'autorité complètement stupide. Donc il a cette capacité à produire comme ça des choses totalement hors sol et on continue de l'inviter, y compris, je le précise quand même, hein, chez Quotidien, enfin dans des émissions qui se veulent un peu impertinentes et compagnie. On invite des vieux bonhommes comme ça qui, je le rappelle, n'en est pas à son coup d'essai puisque l'année dernière, je crois qu'on l'avait diffusé, il s'est retrouvé face à Clémence Guettet. Tiens, encore une femme de gauche, c'est rigolo. Ça nous renvoie avec notre ami Tegner là, à ses péripéties, où il s'est autorisé un langage alors, vraiment de gougnafier. Mais il crie, il hurle. Il hurle et puis il est grossier, mais littéralement grossier vis-à-vis de Clémence Guettet, vis-à-vis des députés LFI et vis-à-vis des électeurs. Je remercie Saïta, S-A-I-T-A sur Twitter qui a réexhumé ce passage avec Clémence Guettet. Je vous laisse regarder. Des gens, là, je ne sais pas si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit, 3 fois fichier S, etc. Oui, un personnage quand même juste dingue, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que pour que les Avignonnais que je connais votent pour quelqu'un comme ça, on voit que vraiment, bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc il faudra qu'il règle les problèmes à l'intérieur. Juste je termine, puis après vous il est vous député écouterez. de la nation, Je vous écouterai. donc Il est député de la respecter nation. un minimum. Oui, mais enfin, on peut aussi... Bah oui, bah si, la je suis parole désolée. reste libre encore, on peut parler. Je suis désolé. Bah oui, mais vous n'avez pas le droit de le jeter comme ça en pâture. Excusez-moi, il y a encore la liberté d'expression dans ce pays, s'il vous plaît. Mais les gens ont voté pour lui, monsieur Gisbert, donc je suis désolée, vous avez le droit de le respecter également. S'il vous plaît, tout va bien. Non, mais On a la parole. ça commence déjà, il ne faut pas dire ça. Vous insultez un député de la nation. Mais vous insultez, vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous insultez le président de la République, vous insultez le... Enfin, faut arrêter Ne vous ça. énervez pas. François-Olivier Gisbert, pour conclure, France. Non, mais pour conclure, il a la... Alors, Robelote, comment t'expliques qu'on continue à inviter ces espèces... Alors, toi, c'est du miel, ça te fait faire... Oui. Ça alimente tes podcasts, j'imagine. Mais comment tu puisses piger que, y compris, et c'est la question que je me pose, mais vraiment, je me la pose sincèrement, et je pense qu'Amira aussi, on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'ils croient, les programmateurs de l'émission, les directeurs de la chaîne, est-ce qu'ils croient vraiment que ça a un intérêt d'inviter ce genre de gugus pour raconter ce genre de conneries avec autant de grossièreté, ça n'apporte rien au débat, il n'y a pas d'éléments chiffrés. C'est quoi pour toi? Est-ce que c'est du premier degré, du second degré? Est-ce qu'ils savent, mais ils laissent faire parce que ça fait du buzz? Comment tu analyses ça? La troisième, monsieur. Ouais. La réponse, c'est ils savent que ça va faire du buzz, que les passages vont être repris partout. Et c'est ça un peu la tristesse aujourd'hui des médias, c'est de chercher le petit truc qui va faire parler, plutôt que de faire parler de ton travail parce que tu as été rigoureux, parce que tu as pu apporter des faits. Et moi, je trouve que... Je me rappelle qu'il y avait un américano-libanais qui s'appelle Nassib Taleb et qui était, je crois, économiste et puis après qui a changé de vie. Et il expliquait un truc par rapport au journalisme qui est super intéressant. Il disait « Je ne peux pas croire quelqu'un qui ne joue pas sa peau ». Et en sous-texte, il veut dire que comment croire
une personne dans les médias qui, si elle ment, n'aura aucune conséquence sur son job. Et c'est tout le problème, c'est que les programmateurs invitent Fogg, ils savent ce qui va se passer, ils savent que pertinemment, il va pas y avoir vraiment de sources, ça va sortir des sources au pif, IFIAC et compagnie. Et ensuite, il y a une séquence, ils sont contents, ça fait du buzz, ça fait parler. Et au final, on va dire, ouais, on en a marre de... tu parlais de quotidien, on en a marre de quotidien, on en a marre... On va sortir des entités juridiques, de chaînes. Mais à aucun moment, on se dit, mais qui est la personne à la programmation qui a décidé de le faire, le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef qui a aussi laissé passer. Et je pense que si on ne responsabilise pas les gens, en fait, on aura ça tout le temps. Et plus le temps passe, plus les coûts budgétaires sont importants dans certains domaines, plus on se retrouve avec des médias qui sont accrochés à la publicité, adossés à la publicité, ce qui n'est pas le cas du média. Et résultat, en fait, il faut vendre des pages de pub, donc il faut que ça fasse le plus d'audience possible. C'est un peu ce cercle vicieux dans lequel on est dans les médias mainstream, et c'est triste. Et Fogg représente parfaitement, parce qu'il n'y a aucune logique aujourd'hui qu'il soit invité, il est totalement déconnecté, il n'est pas dans l'air du temps, donc en vérité, tu te dis, c'est quoi sa légitimité? Donc clairement, c'est ça, quoi. Alors si tu me permets, Amira, mais ne faudrait-il pas une loi pour réglementer tout ça qui porterait le nom de Kevin Razi, par exemple? Oh oui, peut-être, la loi Sequer. Tu parles de la loi Sequer, Sequer du nom de l'émission que je fais avec mes petits cracks, comme je les appelle, celles et ceux qui m'écoutent chaque matin. En fait, la loi Sequer, c'est ça. L'idée, c'est de responsabiliser les personnes qui prennent la parole dans les médias. Si tu dis quelque chose que tu n'as pas sourcé, tu as 48 heures jour ouvré pour pouvoir soit nous amener des sources, soit t'en excuser dans la même émission, à la même heure. Voilà. Parce que c'est trop facile, comme l'avait fait au début France Info avec Alice Bouillaguet, de lâcher son petit tweet à je sais pas quelle heure et de le noyer dans tout un tas dans ton fil d'actu. Non. Après, peut-être qu'ils ont entendu parler de la loi Sequer, je sais pas, mais finalement Alix est revenue s'excuser en plateau. Enfin, s'excuser. Ah non, pas du tout. Non, elle est revenue justifier en plateau. C'est complexe, c'est une affaire complexe. Le Proche-Orient, voilà, et c'est ça. C'était du n'importe quoi. C'est horrible, c'était pire que pire. C'était pire que pire. Mais tu vois, qu'ils soient forcés déjà de le faire, ça a dû... Parce que c'est ça le problème aussi, j'ai remarqué que les journalistes stars qui sont allés à la télé depuis longtemps, etc., pour leur arracher une excuse, il faut y aller. Un boulard, t'as peur, et aucune remise en question. Donc cette loi, je pense qu'elle permettrait d'essayer d'assainir un tant soit peu l'espace médiatique. Mais on s'en redira dans la deuxième partie avec grand plaisir. Pour terminer avec notre ami Fogg, par-dessus le marché, et je reprends la question que tu posais tout à l'heure, d'où vient-il, d'où parle-t-il? Eh bien, il a notamment été décoré, alors, ça pose toujours un petit problème quand même, parce qu'il collabore activement avec la milice pro-génocidaire de Tapiro, là, des DDF. Et il va accepter une décoration il l'appelle le juste. Ouais, vous vous rendez compte? C'est le révisionnisme poussé jusqu'au bout du bout. Ça signifie quoi, le juste? Ça signifie que les gens qui, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui ont risqué leur vie, les familles qui ont risqué leur vie en hébergeant des enfants, des familles juives, qui ont risqué leur peau, littéralement, eh ben, ça équivaut au travail fourni, au travail extraordinaire fourni par Fogg. Fogg est un juste comme eux sont des justes. Donc ils utilisent ça. On le ferait, on serait qualifié d'antisémite. Et à juste titre, d'ailleurs. Là, ils le font de manière complètement folle. Et donc, il accepte ça. Et en plus, il va faire un discours fleuve. Non, tiens, je ne vais pas vous le montrer parce que on ne va pas lui faire de la pub. C'est insupportable. C'est insupportable. Je propose qu'on passe au top suivant. Au prochain top, c'est un top nuance cette fois-ci. Enfin, une sacrée nuance. C'est décerné à Céline Pina. Ah, elle est géniale. Alors, elle est dans le même truc. Alors, évidemment, on pourrait dire, c'est ça qui est marrant aussi avec eux, on pourrait dire... c'est l'évidence, c'est-à-dire qu'elle sort des conneries énormes et qu'elle est dans son registre. Elle aussi avait été à la soirée, elle s'était fait remettre des prix à la con, et elle verse elle également désormais dans le révisionnisme en comparant un discours basique et entendu à plusieurs reprises sur le soutien à l'intifada. Donc évidemment, l'intifada, c'est pas d'aller chasser les juifs dans la rue, c'est évidemment que partout en Occident on soit dans toutes les villes solidaires de ce qui se passe à Gaza, et donc d'une forme d'intifada. Je rappelle quand même qu'il y a une traduction évidemment qui semble pas tout à fait comprendre, ou qui feigne de ne pas comprendre, et elle va faire un lien entre l'intifada et le soutien à l'intifada avec,
roulement de tambour. Alors à Paris, donc appel quand même à l'insurrection, appel à la lutte armée lors de ce rassemblement pro-palestinien. Ces manifestants prônent la violence en France, mais contre qui, d'après vous ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on appelle à la violence dans les rues de Paris. Ça devient vraiment rhétorique et c'est de plus en plus fréquent. Et la violence contre qui ? Elle est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le mouvement indigéniste décolonial qui rejoint l'islamisme et le mariage se fait via l'antisémitisme. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer que tous les Blancs, tous les Occidentaux, tous ceux qui ont notre manière de vivre, notre façon d'être et de penser, donc des gens qui se battent pour l'égalité et la liberté, sont tous en fait d'ignobles colons dont les valeurs sont perverties et que le monde musulman doit purger. Et donc ce sont des appels à la fois à la prise de pouvoir, mais derrière cette prise de pouvoir, il y a une logique d'épuration et d'élimination, il y a une violence totale. Et cet appel-là est recouvert par le drapeau palestinien qui est aujourd'hui de plus en plus un appel à la guerre et j'allais dire à la violence intercommunautaire et pas du tout une demande de reconnaissance d'un quelconque peuple si encore il existe. Il y a de la place pour personne dans ce monde-là, c'est un monde qui est totalitaire. Dans le monde des nazis, il n'y avait pas de place pour autre chose que les Ariens. Dans le monde des islamistes, il n'y a pas de place pour autre que les islamistes. Même les musulmans peuvent être considérés comme pas assez musulmans et mériter d'être épurés. Et ouais, avec la Shoah. De toute façon, c'est logique. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus derrière. Une fois que tu as invoqué la Shoah, je vois pas trop ce que ça va être compliqué. Hein. Entre la collaboration, le terme de collabo, de Shoah, ils veulent, c'était quoi la phrase ? Ils veulent leur génocide, ils sont jaloux de notre génocide. Mais une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'ils vont arriver au bout de la cuve là, ils sont au fond de la cuve à mazout. Et plus ça va aller, plus l'histoire leur donne tort, et plus ils vont trouver des choses extraordinaires, comme l'a fait notamment, c'était quoi le truc de Rachel Kahn. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Pauvre homme éducatif. Oui, c'est ça. Et puis le palestinisme, des trucs complètement barrés. Et donc on retrouve ce même révisionnisme. C'est de plus en plus fréquent. Je vous le dis parce que comme Kevin, je regarde, je pige de manière régulière, je fais de la veille. Donc Philippe Juvin, qui est député Les Républicains, ex-RPR, et qui va se retrouver dans les studios de Fredo la main leste, toujours, c'est incroyable ce truc. Cette émission-là, il faudra en faire une émission, je pense, de Frédéric Aziza. Il va donc se retrouver dans ces studios et il va, rebelote, traiter LFI de collabo. Je vous laisse écouter. 80 ans après la Shoah, est-ce que LFI ne joue pas avec le feu ? En fait, bien sûr, il joue avec le feu. On voit bien qu'en permanence, la notion d'antisémitisme et d'antisionisme est mélangée, histoire de brouiller les pistes. Mais vous savez, Primo Levi raconte dans son livre, quand il arrive à Auschwitz, il a soif, il y a de la neige, il y a de la glace, il prend un stalagmite qu'il décroche, il le porte à sa bouche pour boire, et le soldat arrive, allemand, et lui arrache le truc, et il dit « Warum ?» Pourquoi ? Et l'autre répond « Es ist kein Warum ?» Ici, il n'y a pas de pourquoi. En fait, voilà, il n'y a pas de pourquoi. Et à partir du moment où on n'a pas expliqué le pourquoi depuis la Shoah, il ne faut pas s'étonner que 80 ans plus tard, il y a des gens qui, comme ils n'ont pas compris le pourquoi, reviennent et utilisent les mêmes techniques. Ils sont passés du côté du soldat allemand qui était sur le Mirador à Auschwitz ou à Bonner-Holland. Non, parce que à Bonner-Holland, c'était déjà inventé. Si vous allez me demander si les filles sont des collabos, les collabos, ils ont été condamnés, ils ont été fusillés pour certains, et évidemment non. Évidemment non, je ne vais pas jusque-là. Je dis simplement que les méthodes utilisées sont des méthodes qui sont dignes de ces gens-là. Dignes de quels gens ? Ce sont des méthodes utilisées par les collabos de l'époque. Et je dis à mes collègues LFistes avec lesquels on travaille à l'Assemblée nationale, je dis attention, est-ce par ignorance ? Parce que, attention, le poids de l'ignorance est assez considérable. Est-ce par ignorance ? Mais est-ce que vous êtes en train de comprendre que ce que vous êtes en train de faire, d'autres l'ont fait avant et ça a conduit à ce que vous savez ? Franchement, rien que ça, collabo. Vous vous rendez compte ? La violence des termes. Tu sens que Frédéric Aziza, il a besoin d'entendre de tous ses invités Mélenchon antisémite ou LFI antisémite. Ah oui. Je pense que ça lui procure, un shot d'adrénaline dès qu'il l'entend, mais il a besoin. LFI antisémite Ah, merci, putain. Non, j'avais besoin de l'entendre. Mais vraiment, c'est à ce niveau-là, c'est maladif, quoi. Et après, il s'étonne.
personne. Quand Mélenchon l'accuse d'être en obsession sur lui, il est là, je vais porter plainte, c'est n'importe, ils mettent une cible dans le dos, la fameuse. C'est n'importe quoi. Ah oui, l'action, j'avais dit, je crois, au cours de l'émission, que l'action d'une boîte allemande qui fabrique des cibles là, a été montée en flèche. Mais c'est vrai que c'est complètement fou de dire mettre une cible. C'est antisémite, mettre une cible. Alors, on pourrait nous accuser aussi de dire, tu sais, c'est news extrême droite. Ouais, c'est vrai. Non, nous, on pose rarement la question parce qu'on est convaincus, c'est vrai. Tu as raison. Alors, c'est le dernier top, celui-là. Il est pas mal. Top racisme au doigt mouillé. C'est décerné à Golnadel, on le connaît. Alors là, il n'est pas d'accord avec la science, comme quoi il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité, comme si ça nous étonnait ce qu'il disait. Mais à force de perdre des procès, voyez-vous... tu limites bien. Je vois là, comme je Lévy. vais essayer de vous expliquer. Je suis désolé de vous le dire, mais les Arabes... Et là, il va se lancer dans un truc... je me rappelle un jour, il y avait pardon pour cette parenthèse, il y avait quelqu'un sur les réseaux qui était pourtant proche de nous, on va dire, et qui dit pour une fois je suis d'accord avec lui. Et en fait, il n'avait pas écouté jusqu'au bout. Et c'était un truc de Golnadel sur l'esclavage, et il parlait de la non-reconnaissance de l'esclavage à la hauteur de ce que ça a été comme crime contre l'humanité. Donc ça démarrait plutôt pas mal, mais il faut toujours écouter jusqu'au bout. Et dans les 3 dernières secondes, il disait on ne parle pas assez de l'esclavage arabo-musulman. On t'a retrouvé mon Golnadou. Et là, il va donc lancer dans une attaque classique contre les Arabes et les Noirs, mais avec un nouveau gadget. C'est la stat au doigt mouillé et le 100%. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et ça semble marcher auprès des gogos qui tombent dans le panneau, de manière militante, comme Jérémy Benaïm, qui est un sionnard, pour le coup aussi à 100%. Il va expliquer que 100% des agressions antisémites en France sont le fait de Noirs ou d'Arabes, parce qu'il dit de gens de l'immigration ou issus de l'immigration. C'est la même chose. Et il n'a aucune stat, aucune base, rien, et ça passe crème. Je vous laisse écouter. Depuis 50 ans, tous les juifs qui ont été assassinés en France, est-ce-qualité de juifs, l'ont été par des immigrés ou par des gens issus de l'immigration. C'est pas 95%, c'est 100%. C'est important la vie des gens. Alors on pourrait dire que c'est cantonné évidemment à des chaînes de racelard et de droitards, sauf que à l'heure, et on en parlait avec, il en parlait très bien, Yann Brossat, dans la spéciale que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. C'était super d'ailleurs. C'est trop gentil. Merci. J'ai pas demandé. Non, j'ai pas encore eu d'argent. Je fais une croix sur ce que tu me dois. Autant des réseaux sociaux, ça va effectivement déborder. C'est-à-dire que tous ces extraits-là, qui étaient avant vus par une petite poignée de personnes, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est malheureusement accessible à tout le monde. Et des gens peuvent croire de bonne foi que, effectivement, 100% des crimes antisémites, ce sont des crimes antisémites, sont faits quand ils ne sont pas auto-faits, ils sont faits par des immigrés ou des gens qui ont un physique particulier. Donc c'est du racisme pur, mais ils ont trouvé ce nouveau truc-là pour de la fausse statistique pour essayer de faire passer leurs idées dégueulasses. Allez, c'est fini pour les tops. On va passer tout de suite au flop. Et le premier, c'est le flop Hasbara. Alors, c'est quoi la Hasbara, Moumou, dis-nous tout. Moi, j'aime bien dire la Hasbara. La Hasbara du Hamas. Alors, la Hasbara, littéralement, c'est la propagande, pour aller vite. C'est les éléments de langage, mais en fait, c'est la propagande pro-israélienne, mais au sens gouvernemental du terme, évidemment. On n'est pas anti-israélien. Pro-israélienne dans ce sens-là. Donc, oui, on peut le traduire raisonnablement par de la propagande. Et on n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Alors, c'est la définition de la trahison. On est trahi par ses amis. Et j'ai envie de demander, n'est-ce pas, Sophia Aram, puisque c'est elle dont il s'agit. Jean-Michel Cohen, depuis Tel Aviv, va nous raconter comment... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne le sais pas. Je parle juste de trahison. Est-ce que, oui ou non, Sophia Aram et Jean-Michel Cohen se sont retrouvés pour recueillir des éléments de langage et se mettre d'accord sur un certain nombre de discours à tenir pour défendre Netanyahou et l'armée génocidaire ? L'histoire nous le dira peut-être. Je vous laisse écouter. La plus belle des phrases, c'est Sophia Aram qui me l'a dit. Et Sophia, elle m'a dit, on dînait après une opération, justement, pour expliquer. C'est pas une opération propagande, nous, c'est une opération pour expliquer. Le Hamas fait de la propagande, nous, on explique. Hasbara, comme on dit ici. Voilà. Et je lui dis, oui, elle me dit, mais tu sais que la très grande majorité des Français sont plutôt du côté israélien. Mais pourquoi ils descendent pas dans la rue ? Et je lui dis, mais ce sont ce qu'on appelle les modérés. Et Sophia me dit, mais
ce qu'on appelle les modérés soutiennent en général modérément. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont proches de nous, mais qui soutiennent modérément. Alors, même question à propos de la Hasbara. D'où parle, et on revient toujours à ces questions, c'est ça qui est intéressant, parce que parce que je pense qu'il faut se les poser, ces questions. D'où parle Apolline de Malherbe lorsqu'elle va interroger de manière tout à fait étonnante Manuel Bompard sur notamment la question des otages. Je vous laisse d'abord écouter cette intervention, enfin cet échange, et ensuite je vais tâcher de répondre à la question que je viens de poser. Je suis quand même un peu stupéfait. On a quand même le droit de dire que quand des gens défendent un gouvernement, qui est le gouvernement de M. Netanyahou, qui est accusé, je veux le dire quand même, de génocide, après avoir dit pendant des mois et des mois... Non, il n'est pas accusé de génocide. Enfin bon, on ne va pas rouvrir encore madame, ce débat. Il est accusé de génocide. Il est accusé par certains de génocide, mais il n'y a pas une unanimité à considérer que c'est génocide. Mais on peut rouvrir cette question. En tout cas, quand on est professeur d'histoire, aujourd'hui, pour vous, on peut faire cette liste. Mais madame, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nuancer les choses si vous voulez, mais il y a bien un arrêté de la Cour internationale de justice qui date d'il y a un an et demi qui parle d'un risque de génocide. Voilà, et il y a bien des mandats, madame, il y a bien des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui ont été... Non mais attendez, vous le savez très bien. Balayez ça d'un revers de la main si vous voulez. Vous savez ce que c'est des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité? Parfaitement. Je dis juste qu'il n'est pas... Et madame, depuis... risque de génocide ne veut pas dire qu'on est depuis des mois accusé... et des mois, sur tous les médias en France, excusez-moi de vous le dire quand même. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont des génocidaires pour vous? Attendez, Est-ce que ça veut dire que pour vous... Par exemple, l'animateur Arthur est un génocidaire. Je ne dirais pas ça, mais je dirais par contre qu'ils ont pris des positions politiques de soutien à un gouvernement qui est un gouvernement qui commet un génocide. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que ces gens-là... Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque moi je ne considère pas que les gens qui soutiennent un gouvernement qui commet des crimes contre l'humanité sont eux-mêmes responsables de ces crimes-là. Mais par contre, je pense qu'on a le droit de considérer que leurs positions sont des positions qui sont des positions extrêmement problématiques. Alors, c'est d'où qu'elle parle? Il y a un lien avec Jean-Michel Cohen, d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Pourquoi je pose cette question? Juste comme ça, pour papoter. Je vous laisse écouter. L'histoire avant, ils savent qu'il y a l'histoire après, et donc ils sont ce petit morceau, ce passeur qui transmet, et qui parfois transmet avec un poids, j'ai l'impression que parfois c'est lourd, et parfois c'est pesant, et en même temps il y a une immense joie. Donc ce qui me frappe beaucoup chez les juifs que je rencontre, et c'est une des choses qui moi m'émeut, c'est qu'ils sont capables de passer du rire le plus éclatant aux larmes les plus profondes. On a l'impression que c'est des larmes qui viennent de la nuit des temps, et j'aime ce mélange incroyablement vivant. Je les trouve incroyablement vivants. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël, parce que c'est le berceau de tout. J'avais envie de comprendre, de mieux connaître le peuple juif, de mieux comprendre aussi la situation même politique. Mais là, je viens vraiment pour une raison très personnelle. C'est que j'ai été très émue l'année dernière. Mon grand-père est devenu juste parmi les nations, parce qu'il avait sauvé et hébergé un juif pendant la guerre. C'est une histoire familiale, mais qui du coup a réveillé chez moi une émotion que je ne sais pas encore très bien comment l'expliquer, mais une émotion très forte. J'ai l'impression d'un héritage, d'un devoir de mémoire, comme on dit, mais qui touche aussi aux racines les plus profondes, même de la France, dans le contexte d'aujourd'hui. Mon grand-père a été reconnu juste exactement au moment où il y a eu une grande montée des actes antisémites en France, où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et tout ça s'est mélangé, la vie politique, professionnelle et personnelle. Alors c'est assez marrant de voir comme ça, oui, c'est un peu comme si on apprenait, je sais pas moi, si quelqu'un révélait, découvrait que je suis de gauche. Bon. Non, je déconne. Mais je veux dire, vous voyez, moi, on sait que je suis plutôt classé à gauche, il n'y a pas de problème. Quand je parle de quelque chose, c'est transparent, c'est visible. Là, ça ne l'est pas, et c'est ça qui me dérange. Et il faut qu'on aille exhumer des vidéos, des trucs qui font face cam, qu'ils ont fait il y a 4, 5, 6, 7 ans, mais qu'ils ont toujours dans leur tête. Il faut qu'on exhume à chaque fois des liens qu'ils ont avec des gens, alors soit des gens de leur famille. On l'avait fait avec Apolline de Malherbe, notamment concernant son mari qui avait été directeur de la communication de Manuel Valls, c'est que donc quand elle reçoit Valls, ça reçoit un copain et qu'elle le précise pas. Nous, on l'a précisé. Donc voilà, on est toujours obligé d'aller chercher, et c'est toujours important, et je termine là-dessus, je le redis une dernière fois, de savoir d'où les gens partent et de connaître évidemment leur relation. La seule limite que je me mets là-dessus, que je me mets moi, mais que je mettrais de manière plus globale, c'est entre
Mari et femme, je ne suis pas certain, mais ça ferait l'objet d'une émission complète, je ne suis pas certain qu'on puisse être comptable de ce que fait de l'engagement de son époux ou de l'engagement de son épouse, tout comme on n'est pas comptable, par exemple, jamais j'irai attaquer Sophia Aram sur les déboires judiciaires de sa mère, c'est absolument dégueulasse. Elle se permet de le faire avec le fils d'Émeric Caron, qui serait scolarisé, on n'a rien à foutre, ça regarde sa vie à Versailles. Tu parlais de époux et épouse. Oui, mais je veux dire, on n'utilise pas. Je suis pas d'accord moi pour utiliser l'époux ou l'épouse. Ça veut dire que la personne. Ça me rappelle des souvenirs qui sont pas top délire dans l'histoire de France avec les femmes qui n'avaient pas le droit de vote, par exemple, parce qu'on pensait qu'elles allaient voter comme leur mari. Je veux dire, je pense les gens suffisamment intelligents pour pouvoir. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et effectivement, quand Richard Malka, l'avocat de D'Enthoven, est invité sur France Inter à vendre son bouquin sans contradiction, alors que c'est la directrice de France Inter et la compagne d'Enthoven, ça pose des petits problèmes quand même. Là, il y a un conflit d'intérêts. Mais je ne vais pas plus loin que ça dans cette démarche. Allez, c'est l'heure du prochain flop, mouton et mauvaise foi réunis. C'est quand Thomas Soto bouscule Clémence Guettet. Oui, mais il la bouscule de manière grossière. Et alors pourquoi mouton ? Parce qu'on l'a vécu au moment, vous savez, de la fameuse image de Hanouna, la fameuse affiche d'Hanouna là, qui soi-disant était antisémite, machin, parce que les traits, ils sont comme ils sont, on n'y peut rien. Bah, bref, il l'avait retiré, il s'était excusé et tout ça, mais dans toutes les éditions, dans tous les journaux, on entendait la même phrase. Et c'est comme des moutons, ils répétaient la même chose, gna gna gna. Et là, rebelote, au sujet de notre ami dont je parlais tout à l'heure, Julien Terry. Thomas Soto va finir sa piètre interview de Clémence Guettet, que je trouve vraiment patiente. Il va chuter sur cette fameuse liste de juifs antisémites et compagnie. Je rappelle quand même que Thomas Soto, et ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, autour de la présence des gens sur les plateaux télé, et a fortiori les journalistes, c'était le même qui avait nié les crimes de masse en Algérie quand même, alors qu'il y avait eu le fameux documentaire. On l'avait, exactement, on avait reçu ici Claire Billet qui avait fait le fameux documentaire qui avait été dans un premier temps déprogrammé de France Télévisions, puis finalement ils ont bien été obligés de le diffuser. Et donc il y a un moment donné, je me demande en quoi l'expertise journalistique de Thomas Soto est pertinente. C'est complètement fou que ces gens-là trustent littéralement les places dans les différentes rédactions. Je vous laisse écouter. Charlotte Gainsbourg, Philippe Torreton, Yvan Attal, Jonathan Arfi sont-ils des génocidaires à boycotter en toutes circonstances ? Alors une fois de plus, votre question est posée en toute subtilité, donc j'imagine que vous faites référence. Vous n'aimez pas mes questions, vous, ce matin ? Non, j'aime pas vos questions. Je trouve qu'elles sont, disons qu'elles ne permettent pas d'engager mes réponses de façon intelligente, mais je vais quand même essayer de le faire. J'imagine que vous faites référence au signataire d'une tribune. Voilà, c'est un enseignant-chercheur de l'université Lyon 2 qui a posté sur Facebook une liste de 20 personnalités juives sous la mention 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, trouve ce message profondément scandaleux. Il parle d'une honte. Est-ce que ça vous choque qu'en 2025, dans le climat qu'on connaît, on puisse jeter comme ça en pâture les noms de 20 personnalités juives ? Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même censé donner un petit peu l'exemple dans ce pays, propage une fake news extrêmement dangereuse parce qu'elle accuse d'antisémitisme quelqu'un qui ne l'est pas. En l'occurrence, M. Julien Terry, qui est historien, médiéviste, a relayé les signataires d'une tribune qui enjoignait le président Emmanuel Macron à ne pas reconnaître l'État de Palestine dans le cadre que nous connaissons, c'est-à-dire de génocide en cours à Gaza. Et il expliquait, dans ce post en l'occurrence, que les gens qui avaient signé cette tribune soutenaient le génocide. Voilà, on parle de ça, donc vraiment, ce serait intéressant de ne pas amalgamer différentes choses qui n'ont strictement rien à voir, à respecter y compris les libertés académiques, parce que comme moi, j'imagine, vous êtes inquiet quand au Collège de France, il doit y avoir un colloque sur la Palestine et qu'il est interdit par le pouvoir en place. Donc voilà, vous voyez qu'on est... Vous pensez à ma place, vous n'aimez pas mes questions, maintenant que vous pensez à ma place, il n'y a pas de problème, Clémence Guettet. Alors le dernier flop, il y en a toujours un, le flop Raslar, mais c'est aussi les masqués. Ouais. C'est Emmanuel Brisson, c'est la porte-parole des LR, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, je ne savais même pas qu'il y avait une porte-parole des LR dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, elle est... Elle s'est créée le poste. Hein, ouais, je pense. Donc, elle est présente à la télé. Alors, elle met dans sa biographie de Twitter, je crois, elle met dans sa biographie qu'elle est à la télé parfois pour parler vrai. Alors, est-ce qu'elle parle vraiment vrai ? Non, en fait, c'est pour cracher sur les Arabes. Je vous laisse écouter cet extrait et écoutez bien comment elle va parler et qui
pense qu'il y a un problème avec l'islam. C'est là que repose en fait tout son discours. Non, aujourd'hui, il y a un réel problème avec la religion musulmane dans notre pays à cause de l'islamisme radical qui est en train de se développer. Mais le rapport, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la religion catholique ou avec la religion juive. Quand vous portez le voile à 16 ans, vous êtes forcément musulmane islamiste radicale. Excusez-moi, mais selon le rapport de l'IFOP, quand il y a une jeune femme... Il a plein de biais et on en a déjà parlé, je pense pas que on en a parlé sur ce plateau il y a 10 jours. Sincèrement, quand vous portez le voile à 16 ans, pour vous, vous êtes forcément islamiste radical? Non, mais quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. Et donc, faut oui, l'interdire. il y a plein... Évidemment qu'il faut l'interdire. D'accord, donc pareil pour quelqu'un à 16 ans qui porte la kippa, il faut lui interdire. Mais vous voyez beaucoup de jeunes enfants porter la kippa? À 16 ans porter la kippa, mais bien sûr qu'on en voit beaucoup. Bien sûr que non. Donc vous avez bien entendu, on a un problème avec l'islam. Mais qu'elle le dise, j'ai des problèmes avec les Arabes, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais ça, ils ne savent pas faire. Et alors, qui est Emmanuel Brisson? À part ce qu'on a dit là, rien. Ces personnes, c'est un peu comme les questions qui se posent régulièrement à propos de Robert Ménard, mais au moins Robert Ménard, parce qu'on dit c'est le maire d'une petite ville Béziers, en quoi il a une expertise de quoi que ce soit sur quoi que ce soit, mais au moins il est élu, elle même pas. Donc voilà, je vois pas trop au nom de quoi. Heureusement, elle avait en face d'elle Nicolas Cadenne, un spécialiste de la laïcité que le média a reçu il y a quelques jours. Il est très bon, il est vraiment un très bon spécialiste du sujet, mais même face à lui, elle persiste. Et elle signe. En tout cas, c'est la fin de tes flops, Mourad. On va passer au microscope. C'est l'heure du microscope et si vous nous rejoignez, dans l'œil de Moumou, on a un super invité aujourd'hui, l'humoriste, le comédien, plein d'autres casquettes, bien évidemment, Kevin Razi. Kevin, je te redis bonjour, merci d'être avec nous. Cette séquence va être consacrée à nos échanges avec toi parce que cette semaine a été très très riche. Mourad, bien évidemment, tu vas nous dire parce qu'il y a eu un complément d'enquête sur une chaîne qu'on adore particulièrement ici, c'est CNews. Ah oui, puis il y a eu des rebondissements, alors je resalue, parce que c'est la deuxième partie de l'émission. Resalue, Amira, resalue Moumou. Moi, j'aime bien les petits jeunes un peu basanés, mal rasés et puis avec une boucle d'oreille. C'est aussi un critère de recrutement. Oui, là, on a effectivement, comme tu dis, Amira, une semaine assez chargée. Alors, il y a eu ce fameux complément d'enquête. Moi, je suis assez mitigé, mais bon, j'en dirai un mot. Et puis, le message de l'Arcom dénonçant une partie de l'émission de complément d'enquête, notamment sur le fait que, sur l'équilibre entre les différents partis politiques et le pluralisme, exactement. Et puis, au-delà, il y a eu d'autres débats sur la labellisation. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais là, je vous laisse juste écouter. Alors, je ne sais pas qui c'est. Mehdi Raïch, je ne sais pas d'où il sort. Il explique que l'Arcom... Alors, c'est ça qui est drôle. C'est que l'Arcom, du coup, d'un coup, est devenue fréquentable puisqu'elle a pris la défense de CNews, alors qu'avant, il aurait eu le cracher dessus comme ce n'était pas permis. Là, ça devient fréquentable car elle, ouvrez les guillemets, défendrait le débat d'opinion favorisé par CNews. Le débat d'opinion favorisé par CNews. Reste assis. Je vous laisse regarder l'extrait. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quelque part deux légitimités qui s'opposent. Celle qui est militante, qui peut être incarnée par RSF. Donc là, on est beaucoup plus dans une optique idéologique ou en termes d'opinion. Et puis vous avez la légitimité de l'Arcom qui torpille littéralement 1 heure avant la diffusion le documentaire en question. Mais c'est un feu d'artifice hier soir. Mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune crédibilité autour de compléments d'enquête. Et en fait, ça sous-entend surtout quelque chose qui est peut-être plus important, c'est que CNews a quelque part changer l'équilibre des médias. Et c'est ça le problème. Parce qu'il valorise le débat d'opinion. Donc ce qu'on veut noyauter, c'est cette valorisation du débat d'opinion, ce qui est peut-être le plus intéressant. Donc dans la manière... Mais c'est surtout qu'on met en évidence des informations et des actualités que le pouvoir et la puissance médiatique bien pensante veut éluder. Donc on est en train de contrer complètement le récit dominant. Et faire fi de la réalité. Et le problème, c'est que ceux qui ne veulent pas voir le récit dominant, aujourd'hui, sont majoritaires dans l'espace médiatique. Et alors j'ai peur de décorcher son nom de famille, Tristan Valek dit finalement il fait de l'anti-CNews en disant qu'il fait de la science quasiment. Désolé, mais quand ton reportage te fait torpiller 1 heure avant, la méthode scientifique, c'est que tu l'as pas du tout appliquée. Mais comment tu as vécu ce moment? Alors d'abord, tu as regardé complément d'enquête? Évidemment, on l'attendait avec impatience. Alors moi, c'est vrai que en tant qu'aficionados des médias, tout comme toi, on fait de la veille quotidienne. On n'a pas appris grand-chose, mais je trouvais ça important que des gens qui, justement, ne sont pas au fait de tout ça, enfin, tu vois, le tout un chacun, puissent apprendre
un peu plus ce qu'est CNews et la manipulation. Et moi, le truc que j'ai trouvé intéressant, c'était le passage sur ce couple de personnes, de seniors, qui regardent 1h30 par jour le CNews. matin, au petit déjeuner. Voilà, au petit déjeuner le matin, et qui se disent c'est vrai qu'il y a trop de kebab, ils viennent de le dire à la télé, pour qu'à la fin on nous dise le chiffre est stable depuis 10 ans. Et je trouve que ça, c'était très intéressant de voir la responsabilité dans la manipulation d'opinion, qui derrière en découlera un vote. Parce qu'on sait que parmi les votants en France, il y a une surreprésentation des seniors. Et pour moi, c'est ce point-là qui était intéressant pour dire, regardez comment c'est ultra important de légiférer et de régulariser l'information, parce que c'est de la manipulation de démocratie. Et on n'est pas en démocratie si on a des médias qui ne sont pas factuels. C'est normal de ne pas être neutre, mais au moins d'être factuel, d'être objectif. Et là, parce que tu vois, à l'époque, on avait le Figaro, Libération, etc. Même si Figaro, c'était plutôt droite, etc. S'il sortait un article sur quelque chose, a priori, c'était factuel, on pouvait même s'appuyer dessus. Là, ça ne devient plus le cas. On est obligé de... Enfin, c'est devenu toxique. Donc, je pense que c'était intéressant pour des personnes qui n'avaient pas conscience de ça. Après, effectivement, on n'apprend pas non plus grand-chose. Toi, t'as pas trop... Toi, t'as des reproches à faire. Oui, parce que... c'est mon émission. Non, mais c'est vrai que moi, je commence à... Et après, Amira nous dira... Parce que c'est le mec tout de suite, il reprend l'habitude. Non, je trouve que d'avoir invité, in fine, un député RN qui aura beau jeu de dire, je sais pas, demandez-leur, posez-leur la question, je ne suis pas l'avocat de CNews. J'ai trouvé ça, d'une part, maladroit, et d'autre part, il y a eu cet épisode avec l'Arcom. Alors, je me permets de te couper. Concernant le député RN, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils ont essayé d'inviter tout le plateau et qu'ils n'ont pas réussi à avoir notamment Elisabeth Hautevie, comme on l'appelle avec mes potes. Oui. Et d'ailleurs, elle l'a balancé à l'antenne et il y a eu un moment de malaise. Elle a dit oui, moi j'aurais bien aimé pouvoir y aller. Et t'as Pascal Praud qui est là, mais personne ne vous a empêché. Non, personne. Enfin, et là, tu sentais qu'il y avait un malaise. Mais toi, t'aurais invité qui, du coup, si tout le plateau était... T'aurais invité qui ? Alexis Lévrier, spécialiste, historien des médias, qu'on avait reçu ici, par exemple. Quelqu'un qui puisse avoir un regard extérieur. Oui, mais en général, à la fin de complément d'enquête, c'est le ring. Sauf que là, tu peux pas ringuer contre quelqu'un qui n'a pas la légitimité à parler au nom de CNews. C'est vrai. Et donc, ça posait un problème. Et puis, je trouve, ça m'a rappelé... donc, on rappelle que l'Arcom a été sur un coup de fil, en gros, du président du Sénat, Gérard Larcher, a pondu quelques heures, je crois, avant le lancement de l'émission. Donc, s'il n'y avait pas moyen d'insérer quoi que ce soit, donc ils ont dû couper. Le passage relatif à ce qu'on avait vu dans le reporter sans frontières. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure sur le problème du passage, notamment des gens de gauche la nuit et ceux d'extrême droite et de droite le jour. Mais je trouve que ça m'a rappelé, si vous voulez, celui sur Hanouna. Des promesses, puis à la fin, complètement même. Et en plus à la fin, on avait Booba, ils ont traversé l'Atlantique pour aller en Floride. Ils se sont fait kiffer là. Tu sens que c'est au frère de la princesse. En plus, le mec démarre par je vous écoutais quand j'étais jeune et tout. On s'en fout. Donc ça veut dire qu'il va pas être très mordant, et c'était pas mordant du tout. On apprenait absolument rien. Le complément d'enquête sur CNews était quand même légèrement mieux que celui sur Cyril Hanouna. Oui, mais c'est vrai qu'on reste sur sa fin sur certaines choses. Par exemple, quand il a reçu Enthoven sur le fauteuil rouge, en lui pointant que France Hireur n'avait rien fait, aucune enquête, enfin ils ne font pas d'enquête sur le Rassemblement National, alors qu'ils avaient consacré un nombre incroyable de papiers à la France Insoumise. Là, ça a du sens. Là, je trouvais que ça avait moins de sens. Mais voilà, après, c'est toi, tu penses que c'est quoi le truc qui te manquait non, alors, c'est pas que ça me manquait. Ça me manquait forcément pour les raisons que tu as avancées, c'est-à-dire que nous, on est au courant. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, et ça s'est vérifié toute la semaine, c'était une perche tendue à CNews pour se victimiser encore un peu. Et grâce à l'Arcom, de pouvoir dire c'est complètement foireux, c'est le service public, c'est fait avec notre argent, et ainsi de suite. Et honnêtement, je voyais arriver le truc de victimisation sans que ça puisse... ça alimente, en gros, ça alimente les programmes, ça a alimenté là on tourne mardi, mais je pense que ça va continuer encore. Ça alimente, y compris les plateaux de CNews. Et vraiment, je voyais le truc arriver. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, donc moi, je trouve pas, c'est l'utilité de moi, tout ça. J'ai une question, Moumou, Kevin. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour les autres médias de se laver et de dire regardez,
CNews sont les racistes, nous, on est les gentils dans l'histoire. Oui, il y a aussi de ça. Et du coup, moi, voilà, cette finalité. Il faut anticiper quand on fait quelque chose comme ça. Et je pense que ça n'a pas été anticipé. Qu'est-ce qui n'a pas été anticipé? Ils se sont fait plaisir sur les conséquences que ça allait avoir, cette émission. Ah ouais, tu penses? Ouais, parce que là, le seul argument qu'ils ont d'autorité, là, pour l'instant, ce que je vois, le seul argument qu'a l'émission Complément d'enquête, c'est de dire, quoi que fasse, alors qu'ils sont H24, CNews contre nous et compagnie, c'est qu'il y a 350 000 personnes qui ont regardé l'émission. Bah évidemment, puisqu'on parle que de ça. Mais c'est pas parce qu'il y a 350 000 personnes qui ont regardé l'émission que c'est une émission qui est formidable. C'est pas un soutien. Oui, bien sûr. Je veux dire. Donc ça m'embête. Mais sans plus, ils font du très bon travail. Il n'y a pas de problème. Je parle vraiment de l'utilité de faire ce genre d'émission. Je la vois pas. En plus, à 1 heure, c'est pas. Alors certes, il y a du replay. Enfin, comme tu dis, les seniors et compagnie, ils sont pas spécialement enclin à aller voir les trucs en replay. Quand ça passe à 23h et quelques, il faudra aussi se poser une question sur la direction de France Télévisions, de passer ces trucs-là. À la limite, tu le passes pour le coup en prime. Et là, on voit vraiment, enfin, c'est vu par un maximum de gens, et puis on voit ce qu'en ont pensé les téléspectateurs. Là, je trouve ça un peu... j'ai un peu l'impression que ça n'a pas convaincu les fans de CNews et qu'inversement, ça prêchait déjà pour des gens croyants, pour les gens comme nous. Donc voilà, globalement, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement Donc tu l'as pas aimé, ce complément d'enquête. Voilà. Je suis pas fan, mais pour les raisons que j'avance, je vais pas les mettre au pilori. C'est simplement que Tu l'aurais fait différemment. Oui, différemment, et puis à partir du moment où vous n'avez pas de contrariété, c'est-à-dire que vous n'avez pas de personnes qui viennent sur le plateau et qui refusent, mais ça je comprends, qui refusent de venir de CNews, je trouve que ça perd déjà la moitié de son intérêt. Parce qu'il n'y a pas de confrontation. Je me permets de te couper, excuse-moi. Il y a le gars qui était sur CNews qui parlait de musulmans pour la ligne éditoriale, etc. Ils ont réussi à faire venir. Bon, après, ils ont sorti un peu. Bon, tu me diras, il est sur CNews, donc pour Morandini, ils sont un peu sortis de la ligne qui s'était donnée pour dire regardez aussi sur Morandini, sur CNews, il y a Morandini. Et Morandini, il y a aussi cet homme qui a témoigné, etc. Bon, qui était d'ailleurs. Enfin, ça crève le cœur et ça renforce tout le dégoût que je peux avoir pour Jean-Marc Morandini, mais. Ils ont essayé de faire venir, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est sur la globalité. Il y a des points, il y a des points intéressants, mais simplement sur la globalité, je trouve que voilà, c'est comme ça. C'est pas, je voudrais revenir à ton activité, l'une de tes activités, parce que tu en as énormément. Pas tant que ça. Si. Tu es de plus en plus connu d'un public beaucoup plus large grâce à tes podcasts. Est-ce que ça marche bien? Bah, je crois. Enfin, je veux dire, à la hauteur de ce que tu attendais ou... Bah, plus, ouais. En fait, oui, parce que tu vois, là, quand j'ai commencé à faire les podcasts, je les enregistre d'abord sur Twitch et sur YouTube, maintenant. Et je sais pas, on était genre 30 ou 40 en live à être connectés. Maintenant, on dépasse les 600, tu vois, c'est cool. Ah bah, c'est bien, ouais. Et puis, ça fait à peu près 10 000 écoutes par mois sur les plateformes de podcast. Donc non, je vais pas m'en plaindre, ça va. Ça marche. Voilà, ça se répand très tranquillement. Alors, on a un rapport fraternel, je parle au niveau professionnel aussi, à savoir que tu traites l'actualité comme on peut le faire ici, avec des vidéos, avec des extraits. Tu interviens, mais comme ça se fait sur Twitch, tu interviens au milieu de chaque séquence pour donner ton point de vue. Du React. Voilà, du React. Merci. On va voir un extrait, et c'est ici avec Rachel Kahn, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Comme prise de guerre pour... coloniser les cerveaux de nos... Après palestinisme, elle voulait dire colonisation, tu vois. Même son cerveau, il lui a dit « Oh, cousine, arrête d'inventer à chaque fois. » Coloniser, les cerveaux de nos plus jeunes. Et Mélenchon est ravi de ça. Moi, quand je la vois, je pense à Eddie Malou, la Congo l'ex-colonisation. Vraiment le mec là qui veut mettre des mots les plus compliqués possibles pour donner l'impression que sa pensée est complexe et profonde. Alors que c'est le néant, qu'elle est passionnément teubée. Et c'est juste ça qu'on voit là, en fait. Nos enfants, non pas avec des programmes éducatifs, mais des pogroms éducatifs. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai. Elle a bien dit pogrom. Pogrom éducatif. Attends. Programme éducatif, mais des pogroms éducatifs. Alors, vous savez, comme je vous aime, Rachel. La vie de ma... Oh là, même Gauthier Lebray, tu sens qu'il a chaud, là. Elle a dit pogrom. Elle a fait une Tapiro. Est-ce que ce serait pas Tapiro qui lui a pas écrit cette punchline? Rachel,
Rachel, pour ton texte, là, je viens de finir. J'ai une vanne. C'est pas un programme éducatif, c'est un programme éducatif. Tu peux la dire, tiens, je te la mets. Pogrom, c'est devenu une ponctuation chez la vie de ma mère. Pogrom, c'est le nouveau Schtroumpf. Faut pas qu'ils aient une embrouille sur le périph'. Hein. Genre, tu leur as fait une queue de poisson, mais ce pogrom autoroutier, mais c'est insupportable. Tu s'en peux plus, là. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on dit quand même, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir les mots n'ont plus aucun sens. Et le pogrom éducatif. Je sais pas. Et ça passe, hein. Ouais, parce que Rachel Kahn, elle a tellement pas d'arguments que elle repousse à chaque fois la barre de l'outrance dans l'usage des mots. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde me ressort un extrait d'une émission que j'avais faite où je l'avais invité. Oui, je me rappelle. À l'époque, j'étais animateur et producteur sur Canal+. J'avais mon émission qui s'appelait Rendez-vous. Avant qu'elle arrive sur le média. Le chemin est assez incroyable. Et à l'époque où je bossais dans le système, j'ai reçu Rachel Kahn et j'aime bien faire la vanne en disant oui, mais c'est à l'époque où elle était noire. Parce qu'elle était venue pour nous parler d'un livre qui s'appelait Noir n'est pas mon métier. C'est un co-signé par plusieurs actrices racisées qui expliquaient qu'elles étaient renvoyées à chaque fois à leurs origines, à leur couleur de peau. Et elle racontait des trucs qui étaient très durs par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et du jour au lendemain, on a l'impression que ça vend pas assez de parler de ça. Et elle a décidé de se raccrocher moins à Rachel, plus à Kahn. Je sais pas ce qu'elle a fait comme switch, mais d'un coup, elle est devenue obsédée par ce combat qu'elle mène depuis 2 ans, cette Hasbara, comme on disait tout à l'heure. Mais elle est ridicule. En fait, ça ne repose sur rien. C'est que de l'appréciation personnelle. Et personne ne l'arrête. Elle est en roue libre. Et là, elle invente des mots. Je pense que moi... Notre théorie chez les cracks qui écoutent CKR quotidiennement, c'est que c'est Franck Tapiro qui lui a écrit la punchline, parce qu'on se souvient de son fameux « c'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu » qui nous a sorti à tous les plateaux. Et ben là, je pense qu'il lui a dit « c'est pas programme éducatif, c'est programme éducatif ». Je sens la patte, mais tout ça pour dire que ça se voit que je pense même qu'au sein des pro-Netanyahou, je pense même qu'elle ne fait pas forcément l'unanimité, parce que souvenez-vous de la pétition que Arthur et Antoven et 20 autres personnes avaient signée. Elle n'était pas dedans et elle n'avait pas partagé. Et c'était très étonnant qu'elle ne partage pas ça. Ouais, c'est la fameuse pétition que Julien Terry a justement utilisée pour pouvoir... Voilà. C'est exactement donc je pense que tu vois, il y a même des petits soucis. On le disait ici il y a quelques mois, l'une des théories les plus plausible, qui tourne pas mal, c'est celle que en fait Rachel Kahn aurait été bombardée avant le 7 octobre. Aurait été bombardée pour faire l'anti-Rokhaya Diallo. Et qu'il y a une espèce de... Donc la Rokhaya Diallo réac, et il y a une espèce de... Et puis est arrivé le 7 octobre. Il y a comme ça une espèce d'emballement, puisqu'en fait, au fur et à mesure du temps, mais ça on le voit très bien, au fur et à mesure du temps, tous ces gens-là, qui ont zéro argument, zéro légitimité, vont à chaque fois surenchérir, parce que, comme Céline Pina et d'autres, vont surenchérir pour qu'on continue à les inviter, et qu'on les invite parce qu'on sait que ça va aller encore plus loin à chaque fois, et donc ça pose un vrai problème. Mais là, t'en rigoles, est-ce que, par exemple, lorsqu'elle sort cette dinguerie sur Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la question, mais quand elle sort cette dinguerie sur un homme politique, est-ce que tu pourrais en rire? Est-ce que ça t'a fait rire? Je te laisse écouter. Mélenchon qui disait la République c'est moi, non, la haine c'est lui. La haine c'est lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train d'alimenter, et pardon, parce que nous ne sommes plus dans une lutte contre l'antisémitisme, on est passé depuis le 7 octobre à quelque chose qui est bien plus grave et bien plus profond. Là, il est complètement dans la lignée de l'islam politique qui veut éradiquer l'ensemble des juifs du monde. C'est ça qui se joue à l'université. Là, au bout d'un moment, c'est dur de se contenir. Parfois, c'est vrai que ça peut m'arriver de devoir mettre des petites censures dans mes émissions quand les mots qui viennent... Des bips, quoi. Alors, je mets pas de bip, je mets des bruits de chat, moi. C'est plus mignon. Mais au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, là, cousine, t'abuses, arrête un peu parce que c'est fatigant. On en rigole. Mais là, c'est grave parce que je repense toujours à ma maman qui a 72 ans. Et je sais qu'elle peut tomber sur ces news et prendre ça premier degré. Et je me dis, mais c'est sûr qu'elle aime pas Mélenchon, et notamment à cause de ce genre de propos, parce que
toi, tu crois, elle fait partie de cette génération de Françaises et de Français qui se disent non, mais ils l'ont dit à la télé, donc c'est vrai. Et c'est tout mon combat, en fait. C'est d'essayer de sensibiliser, même pas les plus jeunes au final, mais peut-être les plus anciens, parce qu'ils sont les plus mobilisés pour le vote, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Et quand tu vois ça, et que tu laisses faire en plus, que quand Total roue libre, t'as des personnes qui se disent ah, c'est vrai, peut-être, oh là là, il est dur Mélenchon, alors que le mec est même pas invité sur le plateau pour répondre de ça. On se dit, il est dur quand même. Sauf que c'est de l'œuvre de Rachel Kahn, du début à la fin, sans contradiction et sans source, encore une fois, sortie de son chapeau. Alors, je confirme qu'il aime bien parler aux vieux, parce que dans un sketch d'il y a, je sais pas, 15 ans, je dirais, tu disais Vlatipa. Ah, j'adore dire Vlatipa. Et tu disais justement, j'aime bien parler comme les vieux. Donc, je confirme que ça date pas d'hier. Et je dis ça parce que je suis un très, très, très fidèle depuis très longtemps du travail que tu fais. Et justement, ce travail, quand je t'ai connu, c'était du stand-up pur. C'est-à-dire, c'était Kevin d'Arcueil, Kevin avec le RERB, Kevin avec sa sœur qui fume sa sœur virtuelle, qui fume des pétards et qui boit de la vodka et qui veut quand même devenir musulmane et qui pense qu'elle va aller au paradis, et ainsi de suite. Donc c'est des choses plutôt perso, de la vie de tous les jours, du stand-up pur. Et puis là, tu fais partie des nombreux, très nombreux humoristes de cette époque-là qui ont viré sur quelque chose de beaucoup plus politique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça a toujours été, on va dire, dans ma ligne éditoriale en tant qu'humoriste, mais c'était peut-être moins affiché. Mais j'ai toujours voulu avoir du fond. Je crois que depuis 2012-2013, quand j'ai rencontré un pote à moi qui est devenu vraiment un frérot qui s'appelle Hamza et qui est docteur en sociologie, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte qu'il m'apprenait plein de choses, que je voulais vulgariser. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ultra important d'avoir du fond parce que quand tu fais une vanne, les gens se marrent, mais quand tu fais une vanne qui dénonce quelque chose, ça reste dans la tête. Mais je le faisais pas aussi frontalement. Donc, je pense que j'ai dû pratiquer sans le savoir une espèce de taquilla grand public, médiatique, où le but... Et tu sais, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'en ai parlé Alors, tu penses, j'imagine, notamment à Walidia quand tu parles de ces humoristes. À Wally, à Hakim, à d'autres. Parce qu'en fait, Wally, Hakim, on est tous de la même génération, on a commencé à peu près en même temps. Walidia faisait l'émission Ne demande qu'à en rire en même temps que moi. Et je me souviens, et on était au Jamel Comedy Club ensemble. Et je me souviens d'une fois où on était dans les loges, et il me disait, et c'est marrant parce que c'était il y a 10 ans, et il me disait, mais moi en fait, je pense que déjà le but c'est que le grand public nous connaisse et de se faire accepter, etc. Et une fois que les gens ont compris qui t'étais, là tu peux passer la seconde et commencer à dénoncer des choses et tout et tout. Et il m'en parlait déjà il y a 10 ans. Et donc il était déjà dans ce travail de je travaille en tant qu'humoriste, je me fais connaître, je rentre dans le cœur des gens. Il avait un plan. C'était un tu plan. l'avais ou pas toi à cette époque? Il n'était pas aussi affirmé, je pense qu'il était peut-être plus inconscient. Mais tu vois, j'ai le souvenir de cette discussion qu'on a avec lui, parce que moi je voulais déjà rentrer dedans, tu vois. J'étais là, non mais moi t'inquiète, je vais y aller. Et lui il était là, non moi je préfère prendre mon temps. Et au final, quand tu vois le twist et que depuis quelques années il nous régale avec ses prises de position. Et qu'il est suivi, parce que c'est ça le but en fait, de gueuler c'est une chose, mais si on t'écoute pas, on t'entend pas, si t'as pas, tu vois, le public qui se relaie. Si t'as pas le talent. Et si t'as pas le talent. Non mais ce que je veux dire, le talent fait venir le public. Mais peut-être que les gens auraient eu plus de mal à venir l'écouter s'ils l'avaient pas entendu avant et si c'était pas habitué à la personne. Enfin, je parle pour premier cercle de public, mais évidemment après le public, tu trouves son public quoi qu'il arrive. Mais voilà, je pense que ouais, c'était un cheminement. C'était un cheminement parce que quand on a commencé. Moi, j'ai commencé la scène, j'avais 19 ans. On ne demande qu'en rire, je devais en avoir 23. Là, j'en ai 37. Donc, effectivement, il y a eu le temps d'avoir plus d'expérience de vie et de te rendre compte que tu n'as pas envie de te taire forcément sur tous les sujets. J'ai été chez Canal+, en tant qu'animateur. J'ai connu ce que c'était que d'être dans le show business, entre guillemets. Et puis, il y a un moment où tu te dis, mais qui je suis concrètement si je ne suis pas ce que j'ai dans mon cœur. Et je pense que les gens... je préfère avoir moins de gens qui me suivent, mais qui me suivent pour ce que je suis, plutôt que de donner une fausse version de moi-même, tu vois. Et c'était à quel moment le moment de bascule? Parce que tu le disais, j'ai été dans le système et du coup, j'ai fait un long chemin.
Je suis partie de Canal+ pour venir aux médias. C'est vrai qu'il y a un sacré chemin. Est-ce qu'il y a un moment de bascule ? Bah ouais, enfin, ça a été sur le long terme, mais tu sais, le moment de bascule, c'est quand Canal te renouvelle pas sans raison. C'est-à-dire que tu viens au bureau, ton badge marche encore, mais qu'on te dit, au fait, ton bureau, il va être là, oui, au fait, pour des émissions, on verra, propose-nous des trucs, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, t'as ton producteur de spectacle qui te lâche parce qu'il se dit, non, ça marche pas assez, et puis t'enchaînes comme ça les coups durs. Et au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me travestis pour pouvoir revenir dans le game, retrouver des contrats, etc. Parce qu'après, c'est vrai, tu as un frigo à remplir, on ne peut pas t'en vouloir. Ou est-ce que si tu sens quelque chose au fond de toi qui t'anime, tu ne suivrais pas pour une fois ce que tu as sur le cœur ? Et tu trouveras peut-être un public qui comprendra. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, ça a été dur, évidemment. Tu sais, quand tu passes de gagner ultra bien ta vie et rouler dans des berlines allemandes à reprendre le RER B, c'est un peu bizarre au début. Mais la connexion que j'ai aujourd'hui avec mon public, elle vaut tout l'or du monde. On se comprend, on a les mêmes rêves et ça fait du bien. Et tu te dis, là, je prends la parole devant ce micro et je suis aligné avec moi-même et c'est le plus important, vraiment. Donc ouais, le déclic, il s'est fait en fait de fil en aiguille. Au bout d'un moment, tu te dis, tu sais, parfois, je me rappelle, tu sais, tu as des moments où tu te dis, non, j'ai peur de dire ça parce que je risque de perdre des contrats, je risque de ci. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, tu es au chômage, donc tu vas rien perdre. Et à partir de là, tu te dis, let's go, en fait. C'est cet engagement-là qui t'a... Alors, je pense qu'il y a une petite part de chance, mais c'est cet engagement-là, tu penses, qui se traduit aussi par ta carrière de comédien. Je pense évidemment à Passeport, la pièce qui cartonne, que j'ai eu le plaisir, l'honneur et le plaisir de voir, et que je redis, mais même mon épouse qui regarde des films policiers danois sur Arte à 23h a adoré également. Donc c'est pour dire qu'elle est difficile. Voilà. Bien sûr. Est-ce que oui, donc le thème, je le rappelle, c'est l'accueil, avec beaucoup de guillemets, l'accueil des migrants dans le nord de la France et leurs conditions de vie. Avec une intrigue évidemment que je vais pas dévoiler, mais est-ce que ça fait partie de c'est un prolongement naturel de cet engagement de tenir des rôles comme celui d'un migrant Ouais, totalement. Disons que maintenant tu choisis tes projets. En fait, à partir du moment où tu as accepté que tu n'attends rien de personne, que tu crées que tu es ton propre moteur, ton propre patron, et que tu crées ta force de travail, là, Alexis Michalik m'appelle pour me proposer un rôle. Ça va. T'as pas envie. Ouais. Je me rappelle, j'étais sur le RER B justement, d'Enfer Rochereau. Je rentre à la maison et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai une pièce, il y a un rôle pour toi, si ça te dit et tout. Et tu te dis putain, mais comme quoi il y a des choses parfois qui viennent quand tu les attends pas. Mais je pense que tu sais tu te crées ton karma en fait quand tu décides de semer des bonnes choses. Au bout d'un moment, ça te reviendra et c'est ce qui s'est un peu passé. Donc ouais, aujourd'hui je choisis vraiment mes projets. J'ai pas d'urgence à choisir un projet pour choisir un projet. Je vais vraiment sur ce que j'ai envie de défendre et c'est important de garder cette ligne et c'est peut-être pour ça que les gens me suivront maintenant à chaque fois que je ferai un nouveau projet, que ce soit sur scène, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux. Tu nous rappelles parce que l'heure tourne. Oui, pardon. Non, on est très content de te recevoir. Tu nous rappelles les adresses, les différentes adresses sur lesquelles on peut suivre justement ton actualité ? Oui, bien sûr. En fait, sur n'importe quelle plateforme, vous tapez CKR, ça veut dire chez Kevin Razi, et c'est mon émission du lundi au jeudi. Elle est en direct tous les matins sur Twitch et sur YouTube, et vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes. Voilà. À quelle heure le matin ? À 9h30. D'accord. Et ça dure ? Et ça dure 2 heures. D'accord. Voilà. Et donc on peut interagir avec toi. Et on peut interagir, etc. Il faut s'inscrire. Même pas, en vrai, tu peux même être en passager anonyme comme ça. Et il me reste des dates de tournée, et notamment à Paris de Passeport. C'est mes dernières dates. Voilà, je le dis, du 9 au 21 décembre. C'est mon barreau d'honneur au Théâtre de la Renaissance dans la pièce Passeport. Je vous invite vraiment à aller la voir, chère Amira, si tu as le temps et l'occasion. Vraiment, c'est vraiment donc c'est du très 9 surprenant. Au 21 décembre. Du 9 au 21 décembre. J'y serai. En tout cas, merci à toi, Kevin. Merci à toi. Merci à toi, Moumou. Merci infiniment. Et merci à Moumou. Et tu le disais, l'heure tourne. Ça a été passionnant cet épisode. Mais c'est Kevin Razi. Du coup, on n'a pas forcément le temps pour les coups de cœur et les remerciements. Je sais que tu en avais pas mal aujourd'hui. Ah bon ? Oui, non, je suis d'accord. On reporte pour la semaine prochaine.
Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci de nous regarder chaque semaine. L'œil de Moumou, c'est une émission hebdomadaire et on a besoin de vous. Alors, si vous voulez voir cette émission sur la TNT, n'hésitez pas et n'oubliez pas de signer notre pétition. À la semaine prochaine. Et en attendant, excellente suite des programmes sur le média.